Salut, moi c'est Eugénie Witz et je te souhaite la bienvenue dans ton podcast Voyage encore. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où j'ai l'honneur et la joie de recevoir Marc qui fait des photos d'aura. Donc enchanté, bonjour. Bonjour. Merci pour ce temps, cette présence pour aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir. Pour commencer et pour poser un petit peu le cadre, est-ce que c'est possible que tu puisses raconter un peu ton parcours, ce qui t'a amené à réaliser ce métier si particulier qui est de réaliser des photos d'aura? Alors, cet appareil que j'utilise, que j'ai créé, il a une histoire. Cette histoire, elle remonte très loin, puisque j'étais tout jeune militaire en Afrique, et dans le régiment où je me trouvais, je m'étais, moi, spécialisé dans les écoles militaires pour tout ce qui était visée laser et les infrarouges. Et dans le régiment où j'étais, on formait des officiers des armées étrangères à l'utilisation de certaines spécificités françaises en termes de visée laser. Et un jour, j'ai croisé la route de Russes qui venaient et qui, eux, essayaient de mettre au point un appareil permettant de déceler chez les militaires les réactions émotionnelles de certains militaires placés dans certaines circonstances. Ils en avaient besoin pour choisir le personnel en fonction de la mission à laquelle ils allaient être confrontés. Et leur problématique, c'est qu'ils n'arrivaient pas à isoler le système émotionnel. Et un jour, en discutant avec un officier, dans ce qu'on appelle un maquis, ce qui est un bar, je dis à cet officier, envoyez une impulsion de résonance magnétique entre les deux fréquences émotionnelles et vous arriverez à l'extraire de son contexte, sans qu'il se mélange aux autres champs électromagnétiques. Et lui me dit, mais ça, je ne connais pas, on ne sait pas faire. Il me dit, vous savez faire? Je dis, moi, je peux le faire, ça, je sais faire. Et c'est là où il me dit, venez vous joindre à nos travaux. Lui, colonel de l'armée russe, moi, militaire français, je lui dis, hiérarchie, problème. Sa réponse, hiérarchie, non, problème. Et c'est comme ça qu'on a fait une sorte de collaboration où on a pu mettre au point certains appareils permettant de mesurer les réactions émotionnelles de militaires placés dans certaines circonstances. Ça permet de choisir. Et pendant les travaux, je me suis aperçu que entre la partie qu'ils avaient et la partie qu'on avait nous, on pouvait aller bien au-delà du système émotionnel. J'ai quitté l'armée, là, leur appareil a été mis au point. Moi, j'ai quitté l'armée après, j'étais parti dans une autre activité, en plongée sous-marine. Et puis le copain avec qui j'étais avait repris ses études, lui il avait fait médecine, il était médecin à Lyon. Puis un jour il m'appelle, il me dit, Marc, il me dit, tu te rappelles ce qu'on avait observé avec les Russes? Je dis oui. Il me dit, et si on essayait de fabriquer, Vous-même. on a fabriqué l'appareil de cette façon-là. Ok. Voilà. Cet appareil est né de cette façon-là. Alors après, il y a le processus de toute l'interprétation des couleurs. Alors, bien sûr que j'ai regardé ce que faisait, par exemple, on doit la connaissance des couleurs à Goethe, qui lui a décodé les fréquences de chaque couleur. Couleurs, on les voit sous forme de coloration, mais c'est une fréquence. C'est notre cerveau qui le donne sous forme colorée, mais c'est une fréquence. Une couleur est une fréquence. Donc j'ai regardé ce qu'avait fait Goethe. Goethe, c'est qui? Goethe était un féru de physique et de chimie. Ok. C'était du temps du temps de Newton, vous voyez, pareil. Newton, Goethe, tout ça et tout. Goethe était connu lui, pour son œuvre littéraire aussi, c'est un littéraire aussi au départ. Mais avec Newton, ils ont beaucoup travaillé sur le décodage de ces champs électromagnétiques. Donc j'ai regardé ce qu'avaient fait ces gens-là, ce qu'avait surtout fait Nikola Tesla en 1891, qui est le premier à réussir à matérialiser sur un support
les champs électromagnétiques, hein, et démontrer à la communauté scientifique la réalité de ces champs électromagnétiques. Plus près de nous, on a quelqu'un comme Kirlian, qui était un scientifique aussi, d'un pays de l'Est, hongrois, qui avait créé un appareil qu'on appelait l'effet Kirlian, mais qui était limité au corps éthérique, la toute première aura que nous avons. Mais il ne pouvait la matérialiser que sous forme de petits filaments en noir et blanc. Et grâce à la résonance magnétique qui est arrivée après, et l'unité Tesla, on arrive à faire aujourd'hui ces clichés ou ces colorations qui sont des fréquences de champs électromagnétiques apparaissent. Ensuite, si vous voulez, pour le décodage de ça, il y a l'interprétation des couleurs. Ça allait être ma Et question. ça, c'est le côté basique. Mais depuis 99, où j'utilise cet appareil-là dans le monde, je me suis fait une cartographie de chaque rayonnement électromagnétique, ce qui veut dire que j'ai compris et découvert que quand on vient au monde, quel que soit le lieu où on est, nous venons exactement avec la même aura. Exactement. Il n'y a pas un atome de différence. C'est Et on fort. sont exactement identiques. D'ailleurs, on a compris, grâce à ça, pas compris, on a eu la confirmation que longtemps lui-même pensait qu'un petit bout de chou qui venait au monde, son père ou sa mère était médecin, ingénieur et tout, aurait des facilités pour pouvoir développer lui aussi des aptitudes intellectuelles par rapport à quelqu'un qui n'avait pas ces... Mais pas du tout. Nous venons au monde avec pratiquement 100 milliards de neurones, totalement identiques chez tous les êtres humains. La différence se joue uniquement, dès le départ, par rapport à l'espace sociétal. Un bout de chou qui va venir au monde dans une famille défavorisée arrivera en scolarité avec un vocabulaire de 300 mots. Le même bout de chou dans une famille favorisée, ça sera 1500 mots. La différence se fait déjà à ce niveau-là. C'est une question d'évolution sociétale. Ça n'a rien à voir avec l'intellect. Et l'aura aura déjà changé. L'aura, quand on vit au monde, on a une aura naturelle qui va évoluer en fonction de notre cheminement intérieur, qu'il soit spirituel, religieux, initiatique, philosophique, peu importe. Ça, c'est la toute première aura que nous avons. On retrouve les mêmes couleurs chez les humains comme chez les animaux. Violet, blanc et bleu indigo. Donc Immuablement. il y a plusieurs couches alors. Plusieurs couches. Ça, ok. Il y a plusieurs strates électromagnétiques. Dès qu'on commence chez l'enfant à le formater pour qu'il rentre dans le moule de la société, par l'éducation, par l'enseignement, par des paramètres et autres, nous développons des auras artificielles dans lesquelles on va trouver la raison, la logique, les peurs, les émotions, qui correspondent à ce qu'on appelle le côté rationnel. Ça va venir se greffer à notre aura naturelle et on va fonctionner qu'une dualité qui va permettre à l'humain d'avoir un côté rationnel pour vivre la société, la matière, mais aussi, je dis toujours, pour garder les pieds sur terre. Ça évite de partir dans des trucs un peu... mais tout en ayant une dimension spirituelle qui a aussi besoin d'être vécue. Et le plus dur, c'est d'arriver à trouver l'équilibre. Ça fait partie du cheminement. Et là qu'arriveront très vite à trouver l'équilibre à travers cette dualité, et d'autres, mais ça mettra X temps, soit naturellement, soit par des événements de vie, émotionnels, des maladies, des chocs ou des traumatismes, ou des prises de conscience, où les gens vont aller participer à des tas de choses et ça leur permet d'évoluer au niveau vibratoire. Et l'idéal, c'est d'arriver à trouver l'équilibre à travers cette dualité. Et ça se voit dans notre aura. Et on voit très bien l'évolution chez l'humain jusqu'au moment où l'équilibre est positionné. Et quand l'équilibre est bien en place, l'aura prend une connotation très très lumineuse. Et l'intérêt, et on le retrouve dans un symbolisme qui existe depuis la plus haute antiquité, c'est que toute évolution de toute chose, de tout être, de tout mécanisme, se fait toujours de l'ombre vers la lumière.
Les couleurs d'aura, c'est exactement pareil. Au fur et à mesure qu'on avance, qu'on évolue, elles deviennent de plus en plus lumineuses. On voit de plus en plus le corps, le visage qui apparaît. On est dans l'affirmation de soi et on évolue toujours de l'ombre vers la lumière. Donc, si je comprends, on viendrait quand même avec de l'ombre. On a une part On d'ombre a une part et on a une part de lumière. Voilà. Et le trauma peut ramener de l'ombre, Exactement. etc. Et c'est le cheminement intérieur qui va, à un moment donné, ramener l'ombre vers le bas et faire sortir le côté lumineux de l'être humain. Vers le haut. Mais on a tous une part d'ombre, une part de lumière chez l'être humain. Et là, la difficulté, c'est d'arriver à faire que la part de lumière prenne l'ascendant sur la part d'ombre. Et avec des thérapies, parce que je vais plutôt poser ma question autrement. Le fait de faire une photo d'aura, est-ce que ça permet de voir l'instant présent ou déjà d'avoir un positionnement Alors, sur le... la photo d'aura permet de voir l'héritage, quand on est au monde, avec quoi on vient au monde, les potentiels que l'on peut avoir. C'est nos zones de génie. Alors. Oui, parce que dans le plan rationnel, il y a aussi des couleurs, comme par exemple le jaune ou jaune orangé, qui est la fréquence du mental, de l'intellect. Et on voit par rapport aux dispositions des couleurs le potentiel que peut avoir la personne au niveau intellect. On voit très bien chez l'humain ce qu'il peut faire demain, des potentiels qui sont les siennes, en fonction de la façon aussi dont il gère les émotions. Il y a des personnes qui auront des potentiels, mais le système émotionnel étant vraiment exacerbé, il peut rater des évolutions de vie parce qu'il est trop dans l'émotionnel. On peut voir aussi les conséquences sur le plan émotionnel de traumatisme, de choc ou de l'éducation, qui peut être ou trop ou pas assez, bonne ou mauvaise. Voyez, et tout ça, ça laisse des traces au niveau vibratoire que l'on peut percevoir dans le plan d'aura. C'est pour ça qu'avec l'aura, on peut percevoir ce avec quoi nous étions dans notre vie-là, avec quoi on arrive, comme le bagage, ce que l'on peut en faire, ce que l'on en fait. Et il y a une couleur qui est très particulière, qui est le bleu indigo, quand il est mélangé avec la couleur violette, dans ce que j'appelle la zone du futur, qui, elle, donne une indication de ce que l'humain a projeté sous forme de pensée, de souhait, et ce qu'il faut qu'il fasse pour arriver à matérialiser, concrétiser. Tout à l'heure, j'expliquais au départ, je me suis fait une cartographie chez l'humain des zones. On sait que dans une aura, il y a des zones qui sont liées à l'état fœtal, petite enfance, l'enfance, l'adolescence et la vie active. On le voit très bien. Et suivant où les couleurs sont positionnées, on voit très vite où en est la personne. Et vous voyez des âges importants de transition? Oui. Par exemple, Par exemple, le passage de l'adolescence. Ouais. C'est un passage très particulier. On voit très bien si, quand la personne arrive à l'adolescence, si avant, elle a pu faire la résilience par rapport aux émotions, si elle les a évacuées, la personne va pouvoir vivre son adolescence, mais d'une façon beaucoup plus souple, beaucoup plus cool. Le mot résilience, comment est-ce que tu le décrirais? La résilience, c'est, pour l'adolescent. Pour l'adolescent, je dirais, c'est quand on arrive à se défaire de toute l'accumulation des tensions émotionnelles qui polluent un petit peu l'esprit de l'enfance. Des blessures d'âme, des blessures de l'être, des blessures liées à ce qu'il est, son physique, son potentiel et tout. Ce qu'on appelle des blessures d'âme. Exemple, un enfant qui, son enfance, sera entendu d'un parent, t'es nul, tu comprends rien, t'es idiot, t'arriveras pas. Ça s'imprègne en lui. La personne va avoir une perte de confiance totalement en elle et il y aura des difficultés à s'affirmer dans la vie. Faire la résilience, c'est arriver à se débarrasser de ça. Et là, rarement on peut le faire seul. Il faudrait que les gens aient la chance de pouvoir se faire aider par des thérapeutes, des psychologues ou autres, pour pouvoir se débarrasser de ces mécanismes-là, de cette manière, afin de rentrer dans l'adolescence en étant propre par rapport à ça. C'est ça la résilience.
Et est-ce que tu aurais vu des thérapies qui fonctionneraient un peu plus, j'ai envie de dire le mot forte et je mets des guillemets hein, avec ça, que d'autres ou Alors, pas? les thérapies, il en existe. La problématique, c'est qu'une thérapie qui va fonctionner chez quelqu'un va pas forcément donner le même résultat chez quelqu'un d'autre. Totalement d'accord. Voilà. Un exemple de thérapie qui fonctionne très bien quand la personne est réceptive, en prenant l'hypnose. Pourquoi? L'hypnose, ça va permettre à l'humain de revivre des émotions et de les placer, presque dire, sur une autre étagère dans la mémoire. Je donne un exemple. Quand on est petit, quand on regarde dans notre école, elle est maternelle, on lui donne une dimension. On l'a. Pour nous, elle est immense. Quand on revoit cette école adulte, il y a même une déception. Parce qu'on avait mémorisé quelque chose qui était énorme, C'est vrai. un arbre, un stade, et quand on le voit adulte, finalement, c'est petit. Eh bien, le traumatisme, c'est exactement pareil. Quand par l'hypnose, on arrive à ramener à la mémoire ce traumatisme vécu petit, on lui avait donné une dimension. L'hypnose permet de le revoir, mais avec un regard d'adulte. Et ce qu'on avait mémorisé énorme, ramené avec le regard d'adulte, ça devient tout petit. Et ça n'a plus la même conséquence dans la psyché humaine. Vous voyez? Sur la photo On ne l'oublie on pas. voit. Attention, on ne l'oublie pas. On n'oublie jamais rien. Tout reste imprégné. Mais ce n'est plus classé dans l'étagère des traumatismes, c'est dans les souvenirs. Voilà. Ouais. C'est vécu différemment. Il y a d'autres technologies, il y a d'autres techniques, pardon. L'hypnose qui permet le MDR permet d'effacer certaines choses. Il faut que ce soit fait, par contre, je dirais, quelle que soit la technique qui convient à la personne, il faut que ce soit fait par des gens sérieux, compétents, et qui ont les formations pour ça. Pas ce que j'appelle d'auto-proclamés, qui se décrètent grands thérapeutes devant l'éternel parce qu'ils ont fait un stage de 2 jours quelque part. Prenez une psychologue, c'est 5 ans d'études. Ne peut pas être psychologue qui veut comme ça parce qu'il a fait un stage de 2 jours quelque part, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ça, je suis une convaincue là-dessus, hein, mais c'est bien, il y a de quoi qui se crée autour des thérapeutes pour que ça soit un peu plus cadré avec le temps, ça. Si je reviens un petit peu avec mes questions, est-ce que lorsqu'on a un trouble, que ce soit physique, je pense par exemple à quelqu'un qui a une paralysie ou qui a fait un AVC, et aussi un trouble psychique, par exemple quelqu'un qui fait une dépression ou même de l'autisme, est-ce que ça se voit aussi dans... Ce que j'ai pu observer, c'est quelqu'un qui, par exemple, va être dans une sorte de dépression, et celles qui apparaissent le mieux en rayon droit sont les dépressions masquées. Parce qu'elles amènent un trouble au niveau vibratoire qui se traduit par une couleur, un rouge mais très 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 foncé, un peu couleur vinaigre, vous voyez tout, et à un endroit très précis par rapport à l'axe de la tête. Et ça, ce sont des gens qui sont en pleine dépression masquée. Dépressions masquées qui sont les plus terribles à vivre. Il vaut mieux une dépression franche qu'une dépression masquée. Parce que la dépression masquée, la personne donne le change, sourit, agréable, va vivre tout à fait normalement, extérieurement. Alors qu'à l'intérieur, c'est le chaos. Le plus total, le plus complet. Et c'est dans ce type de dépression qui font qu'on est seul au monde, qu'on trouve le plus de passages à l'acte. C'est pour ça que ce sont les plus dangereuses. Parce que c'est là où on trouve le plus de passages à l'acte. Parce que les gens sont dans une immense solitude. Et comme il n'y a aucun symptôme extérieur, les gens ne peuvent pas comprendre que la personne n'est pas bien. Donc, renforcement de la solitude. Et c'est là où les photos ont tout leur intérêt aussi, j'ai envie de dire. J'avais justement écrit une question là-dessus. Ah oui. Est-ce que tu crois que l'aura pourrait un jour être utilisée dans la médecine classique comme outil de prévention ou de diagnostic? Alors, grande question. C'est une grosse question. En France, je dirais, on n'en est pas encore là, on n'est pas prêt. Certains pays, comme le Canada, sont plus ouverts, ce genre de choses. Ça peut être complémentaire à des diagnostics psy ou
au physique. Donc physique, ça se voit aussi alors. Physique, ça se voit aussi. Par exemple, quelqu'un qui va avoir une zone rouge très foncée, juste à la hauteur des cervicales, c'est quelqu'un qui émotionnellement développe de la somatisation par rapport à une accumulation émotionnelle, mais qui se centralise surtout dans le haut du dos, avec des douleurs, des tensions et tout. Et quand on discute avec les gens, souvent ils nous disent « j'en ai plein le dos, j'en ai marre, je porte sous mes épaules ». Ça se voit dans un blanc. Donc là, où c'est intéressant, c'est que la personne, prenant conscience de ça, peut modifier les façons de vivre pour ne plus subir cette accumulation d'émotionnel. Ça peut donner des pistes à la personne pour qu'elle, elle-même, se prenne en charge et évolue pour ne plus subir et gérer les choses. Donc vraiment, les bienfaits de connaître et de voir son aura. C'est très important puisque ce qui gère chez l'être humain, le système émotionnel, c'est le plexus solaire, qui est une zone qui est située au niveau de l'estomac, qui est le centre nerveux de l'être humain. Toutes les émotions passent par ce centre-là, c'est au niveau de l'estomac. Et dans le plan émotionnel, dans cette fréquence émotionnelle, on a plusieurs fréquences. On a une fréquence haute qui va permettre à l'humain de vivre les émotions, mais dans un côté positif. Un exemple, une très bonne nouvelle, on a gagné quelque chose, on est content, on crie, on rigole, on est heureux, on gesticule. On va vivre les émotions dans la fréquence haute. Aucune conséquence sur le physique et le psychique, au contraire. Mais une fréquence basse. Et la fréquence basse, c'est une émotion, mais négative. Mauvaise nouvelle, tristesse. On va vivre ça, et ça va s'intérioriser à l'intérieur de nous. On va se replier sur soi-même, et le poids de cette émotion va rester à l'intérieur. Et s'il y a accumulation d'émotionnel, cette tension qu'on garde à l'intérieur va se traduire par des réactions de somatisation dans tout organe ou système que gère, par exemple, l'estomac ou le foie, qui est le siège aussi des émotions. Par exemple, quelqu'un qui va somatiser par rapport à des tas de choses aura une mauvaise qualité de sommeil, parce que le foie ne fonctionnera pas bien. Qui régule le sommeil, c'est le foie. Qui régule le foie, c'est le plexus solaire. Toujours, tout est lié. Tout est lié. Donc vraiment, les bienfaits de faire sa photo, c'est d'avoir cette cartographie un petit peu de soi, de comment on est, de ce qui peut être masqué. De ce qui peut être masqué, de ce que l'on peut ressentir parfois, mais ce n'est que d'un ressenti. Là, on l'a en couleur, sous les yeux, et on entend l'explication. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le doute par rapport au ressenti, c'est là. Après, mon rôle, c'est simplement, il s'arrête là, de donner à la personne l'information, libre à elle de faire, de pas faire, de prendre en compte ou pas en compte. Moi, après, c'est plus moi. Moi, j'ai donné l'information, libre à elle de le faire ou pas. C'est chouette. C'est mon rôle s'arrête là. Ouais, c'est déjà beau. Oui, mais voilà. Après, il y a des gens, ils font pas. Ouais. En principe, par expérience, le fait de l'entendre, de la voir sous les yeux, ça crée un déclic. C'est ça. Et les gens évoluent. Et ce qui est intéressant, personnellement, j'ai déjà fait plusieurs photos d'aura avec toi, et c'est de voir aussi l'évolution avec les années, avec les mois, et de voir qu'on a fait une thérapie, et de voir quelques mois après que, je me souviens la dernière fois, je suis arrivée et tu m'as dit « Ah bah, t'as fait une constellation familiale » et j'en avais pas parlé, et je trouve ça assez fascinant. Et oui, parce qu'on peut très bien voir aussi les conséquences, depuis la petite enfance, du conditionnement dans lequel on a été, avec les répercussions qu'on a. Et quand on fait un certain travail sur justement les mémoires dont on hérite au niveau familial, avec les conséquences que ça peut avoir en nous, souvent on se rend compte qu'on fait que reproduire des schémas familiaux. Et le fait, alors quand c'est positif, c'est très bien, mais il y a des mémoires qui sont négatives et on répète, on reproduit des schémas. Et tant qu'on n'a pas coupé avec ces héritages familiaux, ces schémas, on reproduit à l'infini. Et si on a des enfants, on a déjà transmis ces mécanismes-là. Et c'est en se libérant de ça qu'on se libère soi-même et qu'on libère la descendance qui est derrière, qui ne reproduira plus les mêmes schémas. On dit toujours l'eau coule dans un sens. Totalement, totalement.
Une petite question et après j'arriverai à ma dernière. D'abord, si tu pouvais transmettre un seul message après toutes ces années que tu as observé le Zora, ce serait quoi? Alors, ça serait que, je le dis et je le dis très souvent aux personnes, oser ne pas lutter. Quand on ose, c'est une loi physique et mathématique de l'univers. Le fait d'oser, on déclenche des mécanismes et quand on est prêt, que les conditions sont réunies, que les paramètres sont là, on a toujours des éléments de vie qui se positionnent devant nous, qui vont nous permettre de matérialiser, de concrétiser. Si on n'ose pas, rien ne se passe dans la vie. Quand on ose, on crée des choses. La vie est mouvement. Oui, parce que maintenant, tout est mouvement. Tout est mouvement. Voilà. Et surtout, je dirais aussi, dans la vie de l'être humain, qui gère et commande toute la vie de l'être humain, c'est le temps. Le temps. Le temps. Le temps est le maître de toute chose. Le temps, il adoucit, mais il fait vieillir aussi le temps. Il fait venir les maladies. Autant il peut être positif, autant on ne peut pas lutter contre le temps. Ça veut dire que plus vite, plus tôt dans la vie, on peut avancer en étant bien dans son chemin de vie, mieux on vivra le temps qui passe. Complètement d'accord. C'est le temps le maître de tout. Tout C'est le temps. Merci, très juste. Et je pose toujours, je me fais matraquer. Je pose toujours une dernière question en fin d'interview à tout le monde, un peu une question signature. Quelle pratique ou habitude de vie a changé ta relation à toi-même, à ton corps ou à tes émotions, que tu aurais envie de conseiller aux personnes qui nous écoutent pour mieux s'écouter et mieux prendre soin d'elles? Alors le besoin de se retrouver seul, mais dans des cheminements dans la nature. Par exemple, moi, je suis bien quand je vais faire mettons, un sommet de 4000 ou 5000 mètres pendant 3-4 jours face à moi-même. C'est parce que c'est dans ces moments-là que dans la tête, on revit plein de choses, on vit plein de choses, et qu'on va chercher au fond de soi les éléments qui nous permettent d'avancer et d'évoluer. Le sport, voilà, l'action, le mouvement. Surtout ne pas faire les, comme je dis basiquement, faire l'étave sans canater, à remuer, ressasser. Je donne un exemple. Il y a des gens qui ne vivent que dans le passé. Moi avant, moi c'était mieux avant, moi c'est vrai. On ne peut plus revenir. On ne peut pas remonter le temps. C'est fini, c'est derrière. Il y a ceux qui vont, je fais rien aujourd'hui parce que j'ai prévu de faire ça demain que demain ou dans les jeux. Ils n'ont pas compris que la clé de voûte, c'est de vivre l'instant présent. Parce que lui, l'instant présent, et que quand nous le déchater, on l'a dans les mondes, on est en train de vivre. Si je ne vis que pour le futur, on ne sait pas demain. J'ai prévu quelque chose, mais il peut y avoir des grèves, un empêchement, un problème de santé. Mais ce que j'ai prévu, je le ferai pas. Bon, le passé, ça sert à rien, on ne peut pas remonter dans le temps. Et ne pas s'empêcher de vivre le présent par rapport au futur. Ouais. C'est très important. On peut avoir des projets, oui, il en faut, mais tout en vivant l'instant présent. Ouais, exactement. C'est super. Merci. Et puis alors, je pourrais rajouter que ça, c'est un cheminement. Surtout, être libre le plus vite possible. La liberté dont je parle, c'est quand on arrive à se fiche, à se foutre totalement du regard des gens. Quand on arrive à se libérer de ça, là, on est en accord, en harmonie avec soi-même. Pourquoi? Parce que petit, souvent, qu'est-ce qu'on entend? Fais que ci, fais pas ça. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Qu'est-ce qu'on va penser? Tais-toi. Ou tais-toi. Ouais. Une société où tout le monde juge tout le monde et tout. Quand on arrive à se libérer du regard des gens de ce qu'est, ça y est. C'est la vraie liberté, ça. D'autant plus que on juge, tout le monde juge. Et c'est bête parce que on va juger quelqu'un par rapport à nos critères, à notre propre réalité. Mais par rapport à nous. Exactement. Il y aura toujours
plus grand, plus petit, plus gros, plus maigre, plus con, plus intelligent. C'est stupide notre jugement, parce qu'il y a toujours plus ou moins par rapport à nous. Quand on a compris ça, c'est plus simple après à vivre. Je dis ça tout le temps. Il faut le comprendre et l'apprendre. Ouais. Voilà. Ouais, complètement. C'est un chemin. Merci pour ça. Merci à toi de cet échange. Complètement. Si on veut te retrouver pour faire des photos d'aura, on passe sur ton site Sur internet. mon site internet. Voilà. Ok, je le mettrai dans la description si ça intéresse certaines personnes. Voilà. Tu passes dans le nord, tu vas dans la France. Je vais dans pas mal d'endroits en France Ok, et de temps en temps, l'étranger, les îles, aussi bien les Caraïbes que l'océan Indien, la Corse de temps en temps. ok, Bon, partout. partout. Ça marche. La Belgique, la France, l'Italie, les choses. Voilà. Super. Donc, si on veut te voir, on Ça devrait. fait dire, voilà, il faut regarder sur le site et quand il est à jour, les dates sont inscrites. Ok, super. Merci pour ça. Merci pour ce retour. Merci pour ton temps. Merci à toi. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Avant de se quitter, si cet épisode t'a parlé, je t'invite à mettre quelques étoiles ou à venir le partager auprès des personnes qui t'entourent parce que c'est vraiment ce qui aide ce podcast à grandir. Merci d'être là, prends soin de toi et je te dis à très vite.